Tout d'abord, bonjour. Si vous aimez les animés, ça tombe bien parce que moi aussi. Et si vous êtes là, c'est sûrement pour ça. Ou alors vous avez juste trouvé un truc à regarder aux chiottes. Et en même temps, l'engouement pour les animés est partout. Car récemment, avec des animés comme SNK, Jujutsu Kaisen ou encore Demon Slayer, Excusez-moi, vous êtes Michael Jackson? Oui. et l'hégémonie des plateformes, les animés ont réellement explosé. Aujourd'hui, tout le monde regarde des animés et a un animé préféré. Et ça n'a pas toujours été simple, vu d'où ça partait en France. Ça commence en 70 avec Recrea 2, la chaîne va diffuser notamment Albator, Candy, La Rose de Versailles et bien sûr Goldorak. Par la suite, la diffusion va complètement s'arrêter suite à un mouvement de contre-culture orchestré par Ségolène Royal. Et ce mouvement de contre-culture, ce n'était vraiment pas rien, il y avait quand même des couvertures comme ça. Et oui, ça l'ambiance. Faut dire que la télévision française était pas très regardante sur ce qu'elle achetait, et c'était un peu trop tard quand on commençait à diffuser des mecs qui s'explosent avec leurs doigts. Alors pour édulcorer un peu, il a fallu redoubler les séries de manière... Vous êtes le professeur Costaud? Bien sûr, soyez les bienvenus à mon bord. Oh, nous sommes ravis de vous connaître. Lui c'est Nicky Larson et moi je suis Laura. Ah! Rien de cassé? Comme mon nom l'indique, je suis costaud. innovante, mais si l'on achetait beaucoup de Japanimation sans trop regarder, c'est parce que bon, déjà c'était super bien, et ça marchait de fou, mais surtout ça coûtait que dalle, comparé à ce que pouvaient produire la France et les États-Unis, et tout ça en se tenant complètement au niveau animation. Et là vous me demandez sûrement, mais pourquoi les animés ça ne coûte pas cher? Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Une question bien pratique pour le texte de la vidéo. Et pour répondre à cette question, ça impliquerait de connaître le fonctionnement de l'industrie de l'animation japonaise, et pour ça, on pourrait suivre la production d'un animé de A à Z. Eh bien oui, c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Donc, notre animé est à la base une adaptation de manga à succès, comme la plupart des productions animées qui sont souvent adaptées de mangas, de light novels ou de jeux vidéo. Et avant même d'aller à l'étape du projet, on va se poser une question. Pourquoi on produit un animé? Alors, pour l'argent. Mais comment on fait de l'argent avec un animé? Eh bien, un animé est un excellent outil promotionnel qui va s'inscrire dans tout plein de produits dérivés, comme des mangas, des figurines, des fringues, des brosses à dents. Le champion toute catégorie, c'est Evangelion. Je vous jure que tout, absolument tout, existe. Envie d'un peu de bricolage? Pas de soucis, un petit bowling, c'est parti. Mais bref, un animé ça s'inscrit dans tout ça. Alors dans des cas extrêmes, l'animé ne peut servir plus qu'à vendre des trucs comme Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon qui sont des pubs de 20 minutes, ce qui ne les empêche pas pour autant d'être cool. Est-ce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer les lunettes? C'est que je veux exactement ressembler à Maître Gims. C'est vraiment un exemple pour moi. Et je pense que ça commence par là. Et attention, ça n'empêche absolument pas d'avoir des ambitions artistiques. Mais dans cette industrie, ce sera toujours l'aspect économique qui primera. Particulièrement à l'ère d'internet où les animés deviennent viraux et donc font vendre. Regardez, ça c'est les ventes de Jujutsu Kaisen. Et là, c'est la sortie de l'animé. Mais ce n'est pas tout, un animé s'inscrit aussi dans une logique politique de soft power. Alors le soft power, c'est la capacité d'influencer directement les comportements et intérêts par des moyens culturels et idéologiques. Par exemple, l'Occident est énormément influencé par le soft power américain. Le soft power s'oppose donc au hard power, qui consiste à influencer les intérêts par des moyens militaires. Le Japon a depuis le début des années 2000 une politique de soft power qu'on appelle le Cool Japan. Et voici ce que le Premier ministre en disait. Quoi? Comment ça des crimes de guerre? Mais ça n'a jamais existé. Ah merde, ça c'était la politique japonaise concernant un autre truc. Bref, le Cool Japan intègre donc la musique, le cinéma et ce qui nous intéresse, les mangas et les animés. Une industrie qui pèse un max. Le marché du manga en 2022 c'était 4,7 milliards d'euros. Bref, même si les animés ont une ressource artistique incroyable que je suis le premier à encenser, il ne faut pas oublier que nous allons parler d'une industrie où tout est histoire de fric. Mais bon, maintenant pour produire notre animé, il nous faut des financements. Car un animé de 12 épisodes, ça coûte en moyenne 2,5 millions d'euros. Ce qui n'est absolument rien comparé au reste de l'industrie. Pour info, les Simpsons, c'est 2 millions l'épisode. Et l'argent, on va le trouver à la base de la production d'un animé, le comité de production. C'est lui qui va fournir l'argent afin de produire l'animé. Historiquement, les comités de production se sont d'abord placés avec les films Akira et Nausicaa, puis se sont vraiment ancrés dans l'animation japonaise avec Evangelion, qui suite à son succès va orienter la production des animés vers les comités de production. Un comité de production, ce sont les décideurs! Ça te va les décideurs? Ce sont donc un ensemble d'investisseurs qui peut aller de 1 à des dizaines d'entreprises qui vont donc se séparer les financements. Disons que pour notre animé, les investisseurs sont la Shueisha, qui détient les droits du manga, Aniplex, une énorme boîte de production d'animé, le cassoulet William Saurin pour des placements de produits, CNews qui va payer les droits de diffusion de l'animé, Bandai qui va en faire des jouets, des maisons de disques qui vont vendre des soundtracks, bref. Tous ces acteurs servent à diviser les risques en cas d'échec.
Et si ça marche, c'est tout bénef, et c'est eux qui vont ramasser les bénéfices de la diffusion et des produits dérivés. En effet, les studios ne gagnent que très peu dans les bénéfices de la distribution, et leur argent va plutôt venir de la vente des formats physiques, et c'est pour ça qu'au Japon ça coûte une blinde. Ce sont eux qui donnent les délais, le plus souvent 1 an, et le budget aux studios. Et dans le cas d'un gros animé de merde, c'est bien souvent le comité de production qui en est responsable à cause d'une mauvaise gestion, des délais trop courts, un budget trop faible. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de chier sur les animateurs dès qu'il y a un truc nul, parce que ce n'est pas eux qui décident. Et un changement de comité peut complètement faire basculer la qualité d'un animé. Alors l'extrême majorité des animés sont produits par des comités de production, mais on retrouve des exceptions comme l'animé Chainsaw Man qui est produit exclusivement par le studio MAPPA, ce qui occasionne de gros risques, mais ce qui a clairement marché vu le succès de l'animé. Et produire en solo donne une plus grande liberté, ce qui est clairement important pour une œuvre subversive comme Chainsaw Man. Et ça c'est possible uniquement si vous êtes un énorme studio comme MAPPA, ou encore un studio historique comme la Toei Animation, qui produisent en solo pour des plus petites productions. L'indépendance peut aussi être acquise par un rachat, comme Sunrise, qui a été racheté par Bandai, une entreprise de jouets, pour vendre des Gundam, ce qui offre à Sunrise un énorme soutien financier qui leur permet leur indépendance et une grosse qualité. Voilà, c'est une grosse partie, mais c'est un élément essentiel à traiter. Et maintenant on peut passer à la partie un peu plus intéressante. Par la suite, le comité de production engage un studio d'animation. Alors des studios d'animation, il en existe plein avec tous leurs spécialités, vous en connaissez certainement comme El Famoso Studio Ghibli ou encore Comics Wave qui sont spécialisés dans le cinéma, Ufotable pour ses avalanches d'effets spéciaux, le studio Orange qui lui est spécialisé en animation 3D avec de super séries comme L'Ère des Cristaux ou Trigun Stampede, et bien évidemment le studio Gainax, historique, Evangelion, plein de mimiques emblématiques, la Gainax Pose, le Gainax Kick, ou encore le Gainax Bounce, cette manière si particulière d'animer les poitrines des personnages en les faisant rebondir. Bon, une fois le studio choisi et le projet lancé et financé, il est livré à un producteur de l'animation qui doit fournir un plan de production à l'investisseur et livrer le produit fini. Son rôle est de faire le lien entre le comité et le ou les studios qui vont produire l'animé. Comme producteur de l'animation connu, on peut parler de Shota Umehara, qui a produit Wonder Egg Priority et My Dress Up Darling, qui est connu pour être très investi et un grand dénicheur de nouveaux talents. En dessous du producteur de l'animation, on trouve un line producer, qui va être un peu un DRH. Il va donc créer un staff pour l'animer. Pour ce qui est du salaire, un line producer touche environ 5400 € par mois. Pour les gros studios, il peut y avoir plusieurs staffs au sein d'un même studio, ce qui peut expliquer différentes qualités d'animation au sein d'un même studio. Une fois que le staff est choisi, l'on peut estimer un budget par épisode. Le budget va ensuite être ajusté par les assistants de production. Je me suis un peu trompé de budget parce que moi j'ai 5 €, monsieur. Un assistant de production se charge de la bonne tenue du travail, de mettre ensemble les rushs des animateurs et de négocier leur rémunération, de s'occuper des freelanceurs, enfin bref, c'est un taf où vous passez votre temps à courir partout. Si vous voulez en savoir plus sur ce métier et sur l'industrie de la Japanimation, je vous recommande l'animé Shirobako, qui suit une assistante de production au sein d'un studio d'animation, un animé qui est donc bien pratique pour illustrer cette vidéo. Un assistant de production touche lui 1625 € par mois. Bon, ensuite on arrive vers la fin de la post-production avec le scénario, qui peut être fait par le réalisateur dans le cas d'une création originale, et en parallèle du scénario est faite la phase de design. C'est là qu'on va décider des designs des personnages avec les caractères designers, qui vont se charger de créer des personnages ainsi que leurs expressions, et les adapter pour l'animation en réduisant les détails. Un designer va toucher en moyenne 3100 € par mois. Spécifiquement pour le genre du mecha, il existe les mecha designers qui peuvent travailler en collaboration avec les comités de production pour les produits dérivés. Comme mecha designer connu, je peux vous parler de Kuino Okawara, le premier mec qui a été crédité en tant que mecha designer pour son travail sur Mobile Suit Gundam, et dont je surkiffe les illustrations. Le prop designer va lui s'occuper des objets. Plus rare, il existe aussi l'action designer qui va s'occuper de créer des manières particulières qu'a un personnage de bouger. Pour les décors, c'est le travail du directeur artistique. Les décors peuvent être faits à la main, comme sur Akira, par ordinateur, ou alors en 3D, comme sur Promare, ce qui aide grandement les mouvements de caméra. Pour un directeur artistique, le salaire moyen est de 1920 € par mois. Comme grand directeur artistique, je peux vous parler du travail de Kazuo Oga, qui est connu pour son travail au sein du studio Ghibli, très orienté sur la nature et avec une manière incroyable de peindre le verre. On peut voir son travail sur Mononoke et Pomboko que je trouve magnifique. Ou encore Hiromasa Ogura, qui a pour habitude de beaucoup jouer avec les ombres et la lumière, et qui a fait un travail magnifique sur Ghost in the Shell et Jinro. Bon, une fois qu'on a tout ça, on peut commencer le storyboard. Le storyboard, c'est le squelette de l'épisode. Il contient le découpage des plans, leur timing, les dialogues.
Le storyboarder peut donc être considéré comme le véritable metteur en scène de l'animé. Le réalisateur de l'animé storyboard généralement quelques épisodes mais pas toujours. En effet, le réalisateur a plus valeur à participer à chaque étape de la production pour y contrôler l'aspect créatif. En dessous de lui se trouve le réalisateur d'épisodes qui fait pareil mais pour un épisode en particulier. Donc si dans le cinéma traditionnel, réalisateur et metteur en scène, c'est pareil, dans l'animation ce sont deux choses à bien différencier. A savoir que certains animateurs qui pèsent peuvent même faire leur propre storyboard pour leur plan. Et le métier de storyboarder peut être un tremplin vers le métier de réalisateur. Comme grand réalisateur, je peux vous parler de Megumi Ishitani, qui s'est particulièrement illustrée sur la mise en scène de l'épisode 1015 de One Piece, qu'elle a réalisé et storyboardé. Ou encore Shinichiro Watanabe, voilà, Cowboy Bebop, Samurai Champloo, on est sur du très lourd. Un storyboarder touche lui 2200 € par mois en moyenne, un réalisateur d'épisodes 2400 € par mois et un réalisateur 3400 € par mois. Une fois que le storyboard est fait, on construit le layout. Le layout, c'est le début de l'animation. C'est là qu'on va y retrouver les perspectives, la composition du cadre, les ombres et surtout l'animation clé. Alors, petite explication de l'animation clé. Pour recréer ce mouvement en animation, on aurait besoin de ces poses que l'on appelle poses clés. Et créer ça, c'est le boulot de l'animateur clé qui va donc imaginer le mouvement. Une fois que tous les layouts sont prêts, on obtient l'animatique. À partir de l'animation clé, on fait l'animation d'intervalle qui va donc servir à finaliser le mouvement entre les poses clés. Elle est faite par les intervallistes, à savoir que c'est un métier assez ingrat. Pour un intervalliste, on est sur du 689 € par mois. Oui, c'est ridicule, surtout vu le coût de la vie au Japon. Et tout ça pour en moyenne 10 heures de travail par jour. Bref, on en reparlera. Le travail est ensuite corrigé par le directeur de l'animation qui veille à la bonne cohérence des designs, qui lui palpe environ 2200 € par mois. Et tout ça, à la fin, si l'animation, elle pète sa race, et ben on appelle ça du sakuga. Alors des animateurs clés passionnants, il y en a à la pelle, et si ça vous intéresse, vous trouverez votre plaisir en description. Mais plutôt que de vous parler des plus connus, je vais vous partager mes 4 préférés, qui sont un peu pour moi les 4 empereurs de l'animation. Déjà, Hiroyuki Imaishi. Alors maintenant, Imaishi, il est surtout connu pour son travail de réalisateur et de storyboarder pour le studio Trigger. On lui doit notamment Cyberpunk, Promare, Gurren Lagann, Kill la Kill, enfin que de la frappe. Le style d'Imaishi, c'est énormément de poses clés très différentes et exagérées, ce qui, en fonction de l'animation d'intervalle, peut donner un aspect très saccadé et découpé, ou alors un aspect très liquide au personnage. Tout ça en exagérant à balle les perspectives, ce qui donne un style hyper reconnaissable et hyper cool. Et sachant qu'il a commencé sa carrière d'animateur clé sur la fin d'Evangelion, et bah ça peut expliquer son style très flexible. D'ailleurs, ça c'est animé par son pote Yoshinari, qui lui aussi a un style très organique. Je peux aussi vous parler de Takashi Honda, qu'on surnomme le maître des animateurs. Et ouais, t'es le maître des animateurs toi ? Non. Toi, t'es personne. Bref, Honda, c'est une grosse carrière chez Gainax, puis par la suite, il travaillera au studio Ghibli. D'ailleurs, il est directeur d'animation du dernier Miyazaki, et il est hyper fort pour créer du volume, et ça se voit beaucoup quand il anime des mechas et des véhicules. Et il a aussi fait mon plan préféré d'Evangelion. Voilà. Ensuite, on a Mitsuo Iso. Alors lui, il n'y a carrément pas d'intervalle et on appelle ça le full limited. Donc, Mitsuo Iso, c'est les meilleurs plans du meilleur film du monde et les meilleurs plans de la meilleure série du monde. Il a un style hyper réaliste qui arrive vraiment à faire ressentir tout le poids des objets qu'il anime et il est hyper fort pour tout ce qui est méca et véhicules pour leur donner un côté quasi vivant. Et pour finir, Masaaki Yuasa, qui comme Imaishi est plus connu pour son travail de réalisateur, mais dont j'adore la manière surréaliste qu'il a d'animer, avec une grosse utilisation du smear, qui est une technique d'animation qui consiste à déformer volontairement un personnage pour accentuer son mouvement. Et vous pouvez en retrouver une excellente utilisation sur le combat Naruto Pain. En ce qui me concerne, c'est ce que je préfère dans l'animation. Alors un animateur clé tape autour des 1600 € par mois, et bien sûr ça dépend de leur popularité, avec certains animateurs qui coûtent bien cher. Alors actuellement les scènes Sakuga, donc de forte animation, ont tendance à se multiplier. Et c'est normal car l'intérêt du Sakuga est aussi économique. Parce que ça crée de la hype sur les réseaux, donc tout le monde regarde, donc tout le monde achète. Par contre, je tiens à clarifier un truc, l'animation ne fait clairement pas tout, c'est un élément qui s'inscrit dans des tas d'autres. Tenez, cette scène de Demon Slayer, et bah je la trouve très bien animée, et pourtant je m'en fous car je n'arrive pas à m'impliquer dans l'histoire et les enjeux, ce qui fait que je regarde ça défiler en ayant pas grand chose à foutre. A contrario de cette autre scène de Demon Slayer dans laquelle j'arrive à m'investir et que je trouve tout bonnement jouissive. C'est pas parce qu'une série est bien animée qu'elle sera forcément bien.
C'est comme le cinéma, une image ne fait pas tout. Bref, on va se recentrer un peu et parler d'une composante essentielle de l'animation actuelle, le freelancing. La plupart des studios d'animation, en plus d'avoir une équipe fixe, utilisent des animateurs freelance. Et même beaucoup d'animateurs freelance car on estime que seulement 15% de l'industrie est réellement rattachée à un studio. Cela peut être des résidents japonais connus des assistants de production, certains des plus gros animateurs sont d'ailleurs des animateurs freelance. Cela peut être aussi des gens rencontrés sur les réseaux sociaux, particulièrement Twitter qui est une grosse plateforme pour faire connaître son travail d'animateur. Et on y retrouve aussi des animateurs français. Être freelance, ça peut avoir plein d'avantages comme passer direct qui est animateur, tandis qu'au sein d'un studio, l'on est obligé de passer par la case intervaliste. Après, quelques studios n'ont pas recours au freelance comme Kyoto Animation ou Ufotable. Donc une fois que l'animation est finie et revue, on passe à la couleur avec le color designer qui va donc choisir avec le réalisateur et le directeur artistique l'aspect colorimétrique de l'épisode en harmonie avec les décors. Ensuite sur Clip Studio Paint ou Photoshop, les coloristes colorisent l'animation. Pour un coloriste au niveau du salaire, on est sur du 1900 € par mois. Et ensuite vient l'animation 3D. Alors il faut distinguer animation 3D et CGI, donc Computer Generated Images, qui là touche tout ce qui est de l'ordre des effets de lumière, de particules, dont on reparlera plus tard. L'on parle donc bien ici d'animation 3D. Donc pour faire ça, on crée un modèle 3D que l'on peut ensuite animer comme une marionnette, et c'est donc beaucoup plus simple pour faire bouger la caméra. Et va falloir qu'on prenne le temps d'en parler parce que c'est un aspect assez controversé de l'animation japonaise. Donc l'animation 3D arrive dans l'industrie en 88, non pas avec Akira comme on le dit souvent, car il y a eu des utilisations avant, comme sur le film Gundam Char Contre-Attaque. C'est notamment très pratique sur ce plan très technique où Ashitaka est fait en 3D pour garder le personnage uniforme malgré ses mouvements complexes. On va ensuite appliquer un rendu d'animation 2D sur le modèle d'Ashitaka. Bref, on va d'abord poser les bases, l'animation 3D c'est partout, et l'animation 3D c'est super cool. Oh là là, c'est la honte, c'est une honte, monsieur. Oui, je sais, mais je vais expliquer pourquoi je trouve que l'animation 3D a un super potentiel. Bref, donc c'est partout. Ça c'est de l'animation 3D, ça c'est de la 3D, et ça aussi. Le mythe comme quoi l'animation japonaise serait le dernier rempart face à la domination de l'animation 3D, bah c'est un fantasme de connard de journaliste sans culture. Et oui, l'animation 3D, c'est super cool. Vous voulez des exemples ? Promare, Miyazaki, Trigun, même si cela ne vous plaît pas, il est indéniable qu'il y a un vrai potentiel dans l'animation 3D au Japon. Seulement, l'animation 3D est entachée dans la Japanimation à cause du mythe que quand il y a de l'animation 3D, c'est forcément dégueulasse. Alors bon, c'est vrai qu'il y a eu des ratés, et pas qu'un peu, putain. Et cette mauvaise animation 3D, elle peut s'expliquer par deux choses. De une, mélanger animation 3D et 2D, c'est quelque chose de compliqué. On a l'impression que les choses détonnent et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup la 3D pour les arrière-plans ou alors des objets spécifiques. Il y en a qui le font très bien comme Promare, mais c'est parce que c'est réfléchi en amont. Si c'est pensé comme un cache-misère, forcément ce ne sera pas ouf. Ce qui nous amène à notre deuxième raison, les comités de production qui font de la merde. Par exemple, Ex-Arm, considéré comme le pire animé de tous les temps. Il a été donné à un personnel n'ayant jamais fait d'animation et à qui on a donné très peu de temps et d'argent, ce qui a forcément donné un mauvais résultat. Et il est aussi produit par Satan. Pourtant, l'animation 3D ne coûte pas moins cher que l'animation 2D, elle est juste plus rapide. Et dans un milieu comme l'animation japonaise où les deadlines sont hyper serrés, eh bien l'animation 3D devient un recours. Et autant une animation 2D de merde, bon ça ressemble à un diaporama ou alors c'est juste ridicule, mais une mauvaise animation 3D, bah ça pique les yeux. Alors, on va prendre une étude de cas pour illustrer la saison finale de l'Attaque des Titans. Pour la précédente saison, c'était Wit Studio qui s'en occupait. Or, Wit Studio en a eu marre et a abandonné l'animé. Le comité de production a donc fait un appel à Studio, et le seul ayant répondu était Mappa, qui était déjà charrette avec l'animé Jujutsu Kaisen. Mais pourquoi accepter alors ? Eh bien parce que la fame, parce que SNK c'est super regardé et que ça va attirer de la lumière sur le studio. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc maintenant Mappa doit gérer un planning de fou et donc forcément on a recours à l'animation 3D. Et en vrai ils s'en sont super bien sortis. La saison 4 je la trouve vraiment quali. Et je ne pense pas que l'animation 3D amène à une disparition de l'animation 2D. Parce que c'est ce qui fait sa spécificité à l'industrie et participe à son succès. Mais oui, le monde de l'animation et la façon de faire des animés est amené à changer. Mais tant que l'animation japonaise gardera son modèle économique qui consiste à produire des animés toujours plus et plus rapidement, l'évolution de la Japanimation vers l'animation 3D
est inévitable. Voilà, c'était long, mais c'était quand même un gros sujet qu'il fallait traiter. Pour s'égayer du salaire, un animateur touche lui 2300 € par mois. C'est notamment pour ça que l'animation 3D ne coûte pas moins cher. Alors un tel écart de salaire entre animateurs, ça peut s'expliquer par le fait que l'animation 3D est un milieu en plein essor et qui évolue beaucoup, tandis que l'animation 2D est un secteur qui, en termes de technique, n'évolue plus trop. Bon, une fois l'animation 3D finie, on passe à l'étape du compositing, dirigé par le directeur de la photographie, qui touche un salaire moyen d'environ 1800 € par mois. Le compositing, c'est la fusion de tous les éléments précédemment cités sur des calques. C'est une étape hyper importante car il faut que tout soit homogène. Et à cela s'ajoute un travail de photographie et d'effets spéciaux fait sur After Effects, avec notamment des effets de particules, de feu, une gestion de la lumière, ce qui en fait l'élément dont le passage au numérique a le plus bénéficié. Cette étape est hyper importante et des studios en ont fait leur marque de fabrique comme Ufotable ou Kyoto Animation avec les séries Fate, Demon Slayer et Violet Evergarden. Ce qui leur donne une très belle esthétique alors qu'en termes d'animation pure, c'est bien mais c'est pas non plus ouf. Encore une preuve que l'animation ne fait pas tout. Et cette qualité de compositing, on la doit à des grands directeurs de la photographie, comme Yuichi Terao de Ufotable. Mais ce sont des studios qui peuvent se permettre de faire le compositing en interne, alors que 60% des animés font leur compositing en sous-traitance. Putain, on diverge encore. Alors, la sous-traitance, ça consiste tout simplement à refiler le travail de ce que le studio n'a pas le temps ou les moyens techniques de faire à d'autres studios. Des animés sont même entièrement sous-traités, dans ce cas ça se décide dès la pré-production. Et j'insiste sur ce point-là, ce n'est pas forcément parce qu'un animé est sous-traité qu'il sera mauvais. Alors, énormément de studios sous-traitent, et certains studios sont même exclusivement destinés à recevoir de la sous-traitance. Dans le compositing, on peut citer Asahi Productions, un studio dédié à la sous-traitance, qui contient de grands noms comme Kentaro Ueki, qui s'est particulièrement illustré sur le film Gundam Hathaway. Alors la sous-traitance c'est hyper utile et même nécessaire dans une industrie qui va à 1000 à l'heure comme la Japanimation, mais cela peut se faire au détriment d'une bonne communication qui peut sacrifier des intentions artistiques. Et avec la photographie qui devient un aspect crucial tant elle est tendancée, les demandes s'accumulent sur les studios de photographie, ce qui peut entraîner une baisse de qualité. Bon, une fois que le compositing est fini et qu'on a le rendu des plans, on peut passer à l'étape de montage. Car il y a bien du montage dans l'animation, et c'est un travail qui commence dès le début de l'épisode où le monteur va mettre à jour peu à peu la version montée de l'épisode avec l'avancée des plans faits par les animateurs. Puis à la fin on remonte l'épisode pour le faire coller au standard de diffusion d'un épisode d'animé qui était entre 24 et 25 minutes. Donc voilà pour l'activité de montage, mais pour ce qui est du montage dans sa définition plus cinématographique, à savoir l'enchaînement de plans par rapport aux autres, eh bien on se référera au travail du storyboarder. Ensuite vient tout l'aspect sonore, supervisé par le directeur du son. Comme non connu, je peux vous parler d'Aketagawa Jin et de son travail sur Gundam. Il va donc superviser les bruitages, le mix, le son design. Ouais, c'est vrai que moi j'adore les vacances, c'est là où je peux peaufiner mes sons, mes beats, mes prods. Parce qu'en fait je suis lyriciste, producteur, DJ. Ce soir, on va danser. Olé, oh, olé, lé. Voilà, donc ça c'est un truc que je bosse depuis 3 mois dessus, donc là ça commence sérieusement à être pas mal. Personnellement, mon sound designer préféré c'est Yusamasa Koyoma, notamment pour son travail sur Jojo. D'ailleurs on va s'en faire 2-3. Et sur l'excellent animé Psycho Pass avec le fameux qui est toujours accompagné d'un un plaisir. Le directeur du son supervise aussi la musique avec le réalisateur et le compositeur. Comme immense compositeur, je peux vous citer Joe Hisaishi pour son travail au studio Ghibli, ou encore Kenji Kawai pour son travail sur Ghost in the Shell. Je vous mets un petit extrait pour pas me faire striker. Voilà. Et pour finir, le directeur du son va aussi superviser le doublage. Et le monde du doublage au Japon, c'est quelque chose. Alors même si en France on a une culture du doublage qui s'accompagne d'énormément de talent, au Japon c'est un autre délire. Pour le Japon, la qualité d'un animé se mesure beaucoup à la qualité de ses doubleurs, qui au Japon sont appelés seiyuu. Seiyuu, ça veut juste dire acteur de voix. Ah, c'est bien, on avance dans la vidéo. Et au Japon, ce sont de véritables superstars, et on les voit partout. Émissions, rencontres, magazines, les seiyuu sont gérés par des agences et sont formés dans des big écoles qui valent bien cher sa race, 10 000 balles l'année. Puis ensuite, on les auditionne dans des castings dirigés par un peu tout le monde, puisqu'au Japon, c'est une décision ultra importante. On peut donc y trouver le réalisateur, le directeur du son et surtout le comité de production. À savoir que certaines agences de seiyuu peuvent faire partie du comité qui, en échange de financer l'animé, vont y placer leurs seiyuu.
À la suite du casting, si vous êtes expérimenté, vous pouvez être figurant numéro 12. Dans ce cas-là, vous toucherez autour des 1500 € par mois. Et si vous êtes déjà un peu installé et talentueux, bah là, vous pouvez décrocher le rôle principal, le Graal étant de décrocher le rôle d'un animé dit fleuve, c'est-à-dire un épisode par semaine pendant très longtemps. Et là, votre salaire, c'est en moyenne 50 000 € par mois. Parce que vous êtes bankable. Et si vous êtes bankable, c'est le jackpot pour le studio, puisque vous allez grandement participer à la promotion de l'animé. Une fois les seiyuu choisis, ils jouent leur voix sur l'animatique et l'animation va être calée sur leur performance. Concernant mes petits seiyuu préférés, je peux vous citer Takehito Koyasu, parce que Dio. Ryusei Nakao, excellent pour le rôle de méchant très méchant. Ou encore le très connu Norio Wakamoto pour son rôle de Cell, juste iconique. Alors concernant le débat VF contre VO, je vous donne mon avis très rapidement. Mais ça me bat les couilles! Voilà. Une fois l'aspect sonore fini, on passe au montage final, puis à la diffusion de l'épisode. Mais alors, comment qu'on diffuse un animé? Eh bien c'est très simple. Bon, là ce que je vais dire est valable uniquement pour les séries, pour ce qui concerne les films, c'est comme dans le cinéma. Donc, la télévision, c'est quelque chose qui est encore très ancré dans le paysage culturel japonais. C'est pour ça que la grande majorité des animés sont diffusés à la télé. À la télévision japonaise, les animés sont diffusés à des créneaux précis. Un animé, c'est même jour, même heure. Et il y a deux types d'animés. Ceux qui sont diffusés par saison et les animés fleuves. Les premiers sont dits animés saisonniers, à savoir qu'ils s'inscrivent dans une programmation saisonnière divisée en avril, allant de janvier à mars, printemps, d'avril en juin, été de juillet en septembre et automne d'octobre en décembre. Chaque saison fait donc 12 semaines et un animé de 12 épisodes fera une saison, un animé de 24 épisodes, 2 saisons, etc. Pour les seconds, on parle d'animés fleuves, à savoir des animés dont le contrat de diffusion est renouvelé régulièrement, tous les 6 mois, 1 an, et qui durent bien longtemps. C'est le cas des gros shonen comme Naruto ou One Piece, même si cela a tendance à changer, par exemple My Hero Academia est un animé saisonnier. Alors opter pour un animé fleuve peut occasionner quelques risques. Le premier étant de finir par rattraper la parution du manga, la solution est donc de faire soit comme Naruto, et donc de remplir votre série de fillers à la con, genre Naruto qui va se battre contre des autruches, ou alors carrément de vous séparer de l'œuvre originale, comme l'a très bien fait la première série Full Metal Alchemist. Pour éviter ça, on utilise un rythme lent, dont l'apogée a été atteint avec les fameuses 5 minutes de Freezer qui ont duré des dizaines d'épisodes. Et faire un animé fleuve, ça orchestre aussi des problèmes pour le staff, ce qui influe sur la qualité de l'animé, parce que produire un épisode par semaine, c'est super chaud. Donc, sur une journée de diffusion, il y a 3 gros moments. Le matin, réservé aux gros animés fleuves, le prime time, réservé aux gros animés du moment, et la soirée, qui est le moment où la majorité des animés sont diffusés, et c'est là qu'on diffuse les animés plus matures, parce que ça la foutrait mal de mettre devant le petit Tetsuo. Et les chaînes ne rediffusent que très rarement les épisodes, ce qui est dans les intérêts des studios, puisque leur argent se fait sur la vente des Blu-ray, et c'est pour ça que les studios retravaillent leurs animés pour la sortie du Blu-ray. Pour ce qui est des droits de diffusion, on tape en moyenne entre 300 et 400 000 € pour un animé de 52 épisodes en soirée et jusqu'à 4 millions pour une diffusion en prime time. A savoir que plusieurs chaînes diffusent souvent un même animé et que des chaînes peuvent faire partie du comité de production. Le nombre de diffuseurs est aussi multiplié par le fait que le Japon fonctionne par chaîne de télé régionale, à savoir une chaîne par région, à l'exception de la NHK qui est diffusée dans tout le Japon. Ce qui amène à deux choses. Une grosse inégalité en termes de distribution dans le pays, une augmentation du nombre d'animés produits sans pour autant une augmentation de personnel, ce qui donne une surproduction d'animés. Il existe aussi des chaînes privées qui ne diffusent que des animés comme ATX ou encore Animax, ce qui peut être pratique pour diffuser des animés plus violents ou plus portés sur le sexe. Et même si la majorité des animés sont faits pour la télé, il existe aussi des animés sortant en direct ou DVD, comme la hentai, parce que ça la foutrait mal que le petit Tetsuo allume sa télé et voit random personnage de hentai en train de soulever sa sœur, ou encore des animés qu'on appelle ONA, qui sont diffusés uniquement sur internet ou sur des plateformes de streaming comme Netflix, qui donc achètent les droits de diffusion pour pas mal d'animés. A savoir que la diffusion Netflix ne change pas grand chose aux conditions de travail, mais offre une grande liberté de ton, sans quoi des animés comme Devilman Crybaby n'auraient pas pu exister. Et ensuite, ensuite c'est fini. Let's go!
La vidéo est pas finie parce que j'ai volontairement omis un élément hyper important et dont je compte bien parler en profondeur, les conditions de travail dans la Japanimation. Et désolé si je vais plomber un peu l'ambiance, mais il me semble essentiel de parler de ça et de ne pas normaliser les pratiques de l'industrie sous prétexte que les Japonais, ils sont japonais. Bon, si vous vous intéressez un minimum à l'animation japonaise, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un milieu très difficile, mais avant de comprendre pourquoi, il est important de poser les bases. Partie 1, le monde du travail au Japon. Premièrement, quelques chiffres. Un japonais travaille en moyenne 40 heures par semaine pour un salaire net d'en moyenne 2300 € par mois, comparé à la France où l'on travaille 35 heures par semaine pour un salaire moyen de 2500 €. Et on estime que le coût de la vie y est 32% plus élevé qu'en France. Les japonais disposent de 19 jours de congé dans l'année, mais la plupart n'en prennent que la moitié car il est très mal vu d'en prendre. Le Japon a aussi un écart de salaire de 25% entre les hommes et les femmes, contre 9% en France, en partie car les femmes sont plus présentes dans les métiers précaires à cause de grosses discriminations dues à la maternité. En effet, au Japon, il y a une énorme discrimination au sein des entreprises des femmes enceintes qui sont accusées d'abandonner l'entreprise. Et après avoir eu leur enfant, elles ne retournent que très rarement sur le marché du travail, ce qui est une des nombreuses causes de la dénatalité au Japon. Si ce genre de comportement existe, c'est parce qu'il y a une culture de l'entreprise unique au Japon. En gros, c'est un néolibéralisme sans individualisme. Pour vous faire une image, c'est le mélange entre un macroniste et Tadaron. Comme beaucoup de pays asiatiques, le Japon est un pays avec une dynamique de groupe, si bien qu'au Japon, l'entreprise est une seconde famille. Tout est pensé pour le groupe. Le matin, on assiste à des speeches de motivation, on fait des pots de gym en groupe, le soir, on se retrouve au bar, et ça plusieurs fois dans la semaine, une tradition qui est quasiment un rituel obligatoire au sein des entreprises, et on passe beaucoup de temps dans l'entreprise, car il est fréquent de prendre beaucoup d'heures sup pour les besoins de l'entreprise, ou même tout simplement par présentisme, car il est mal vu de partir avant son supérieur, avec des horaires qui peuvent aller jusqu'à 23 heures. Et on est autorisé à dormir sur place, parfois sur plusieurs semaines, ce qui donne dans l'animation la sale réputation des studios de puer la mort. C'est horrible, ça me prend à la gorge. Mais t'es pas nette, non? On dénombre aussi 60 000 cas d'harcèlement moral par le ministère de la Santé, et vu qu'il existe une grosse culture du silence au Japon, nul doute que les chiffres sont en réalité bien plus élevés. Et ces pratiques, elles ont évidemment des conséquences, dont les cas les plus extrêmes sont appelés kaloshi, littéralement dépassement de travail, qui peuvent prendre la forme de suicide, d'AVC ou de crise cardiaque. En 2017, on recensait 191 cas de kaloshi. Et évidemment, ça n'exclut pas le milieu de l'animation, le cas le plus connu étant Yoshifumi Kondo, mort d'une dissection aortique à 47 ans, pendant qu'il était chef de l'animation sur Princesse Mononoke. Partie 2, l'animation japonaise. Donc déjà, on va parler salaire. Alors, les chiffres que je vous ai donnés sont de 2013, de la Japan Animation Creator Association, pris auprès de 759 animateurs de différents studios et de différents contrats, donc salariés, freelance, temps partiel. Je tiens donc à clarifier qu'il s'agit là de moyenne. Mais donc, l'enquête menée en 2013 révèle que la majorité travaille en moyenne 263 heures par mois et 15% des sondés dépassent les 350 heures par mois. Toutefois, 65% des animateurs ont révélé continuer à faire leur métier car ils le trouvent plaisant. Les autres ont précisé continuer à le faire pour gagner leur vie. Alors évidemment, ça c'est classique de tous les métiers passion, où vous acceptez de ne pas gagner beaucoup d'argent pour vivre de votre passion. Pour analyser ça en détail, j'ai fait un graphique, regardez comme il est beau. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait! On peut voir qu'au milieu c'est plutôt équilibré, même si c'est un salaire qui ne vaut clairement pas la quantité de travail fourni et qui passe juste pour vivre au Japon. Ensuite, les stars touchent énormément, bon ça c'est pas surprenant, mais ce qui choque c'est ça. Les intervallistes sont payés comme de la merde, la question étant pourquoi? Mais pourquoi? Putain! Parce que si on prend le salaire minimum en 2013 au Japon, c'était 5 € de l'heure. Donc sur un mois de travail, un intervalliste devrait être autour des 1600 € par mois. Alors il y a 3 choses qui peuvent expliquer ce salaire si bas. Oh non! Le manque de qualification. Contrairement à la France où vous entrez sur le marché de l'animation vers 25 ans avec déjà beaucoup de qualifications, au Japon vous finissez l'école d'animation à 19-20 ans et vous commencez très tôt. D'autant plus que la hiérarchie au Japon est très importante, vous commencez donc systématiquement en bas de l'échelle en tant qu'intervalliste ou assistant. Tous les grands réalisateurs sont passés par la case intervalliste avant de commencer. Les intervallistes étant donc très jeunes, ils se retrouvent mal payés à cause de la hiérarchie. La condition de freelance qui paye forcément moins. C'est d'ailleurs pour ça que l'industrie a choisi cette manière de travailler. Mais ça n'explique pas du tout 1000 € de moins que le salaire minimum. S'ils sont si mal payés, c'est car
Les animateurs ne sont pas payés à l'heure, ils sont payés au dessin ou au plan. On est sur du 1,50€ le dessin pour les intervallistes. Pour les animateurs clés, on est payé par plan entre 20 et 40€ le plan. Tout ça dépend bien sûr des animateurs, du studio et du plan. Ce qui donne à la fin un salaire de misère pour un énorme nombre d'heures. Une condition qui est acceptée par les animateurs par désir de carrière et par passion. Et les conditions de travail horribles ne sont pas réservées qu'aux animateurs. Je vous avais déjà parlé du super producteur Shota Umehara. Pour lui, on parle d'aller-retour constant entre l'hôpital et le travail. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, nous, en tant que public occidental? Rien. Non, pas rien, mais pas grand-chose non plus. En effet, ce qui rentre en compte dans le succès d'un animé sont 1. Les ventes de Blu-ray. Alors, surtout que vraiment, déjà que le format physique meurt en Occident, alors les Blu-ray à 60 balles, non vraiment je peux pas vous dire que ce soit une solution. 2. Les scores d'audience des chaînes japonaises. Voilà, donc 3. Les ventes de produits dérivés. Bon là c'est vraiment si vous tenez à votre brosse à chiottes Evangelion. 4. Les plateformes d'animé type Crunchyroll, ADN, Netflix, tout ça. Et là effectivement ça peut paraître être un moyen de financer l'animation. Regardez, en plus ils le disent, Crunchyroll finance vos animés. Et non, puisque pour financer un animé, il faut faire partie du comité de production. Or les plateformes n'en font quasiment jamais partie. Oh mince. Alors il y a bien quelques animés financés par les plateformes, et bon, c'est pas glorieux quoi. Et c'est pareil pour Netflix Originals, mes couilles, hein. Ça c'est du mensonge. Netflix n'a que les droits de distribution exclusifs. Surtout que bon, les animés sont super facilement piratables, car l'industrie s'en fout du piratage, et ce pour une raison précise. L'animation japonaise n'a pas besoin de son exportation à l'étranger. Bon, peut-être plus maintenant suite au gros boom des animés, mais l'animation japonaise a toujours fonctionné en interne, et le succès à l'étranger ne sera jamais quelque chose de pris en compte. Et ça c'est pareil pour les mangas ou d'autres trucs, hein. Alors bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah déjà ce que je suis en train de faire. Parler de l'industrie, se renseigner dessus et être au courant des abus pour mieux les dénoncer. Rester critique du mode de production des œuvres que l'on aime et soutenir dès que l'industrie va dans le bon sens. Comme par exemple l'anime One Piece, qui depuis l'arc Wano a repensé son staff pour une meilleure organisation et nous a offert des épisodes de fou. Mais bon, faire ce que je suis en train de faire, c'est gentil. Mais la reconnaissance, ça remplit pas le frigo. Alors il existe bien des cagnottes pour soutenir les animateurs, mais c'est clairement pas une solution viable. Alors est-ce qu'on doit attendre que cette industrie implose de par son mode de fonctionnement qui amène à une surproduction d'animés et une pénurie d'animateurs? Bah ça, j'en sais rien. Merci de m'avoir écouté, c'était Balthazar. Comment ça fait là, Nico? Oh putain, allez, ciao les gars, à vendredi pour la coupe d'Europe.